de Julien Magnani. Donc, on se prévoira quelques minutes d'échange. Et si vous avez des questions à poser, vous pouvez utiliser le chat. On les relève et on les reporte à la fin de l'intervention de Julien Magnani. À vous la Alors, parole. Et peut-être Cécile et Sylvie, si vous voulez lancer l'enregistrement et que les personnes qui souhaitent ne pas être sur le replay éteignent leur caméra. Mais donc, c'est à vous de lancer, Sylvie et Cécile, et Ok. Julien, à vous de parler. C'est fait. Normalement, Alors, c'est fait. Je salue tout le monde. Merci d'être venu écouter cette discussion et de m'avoir, pour le SLPJ et la DRAC, de m'avoir invité à présenter mon travail en tant qu'éditeur. Donc, je m'appelle Julien Magnani, je suis éditeur indépendant depuis 2011. J'ai fait mes études principalement à l'école Estienne, l'école des métiers du livre à Paris. J'ai un peu travaillé dans l'édition indépendante et chez des plus grands éditeurs entre ma sortie de diplôme 2007 et la création des éditions en 2011. Et l'élément déclencheur, ça a été la rencontre au Festival d'Angoulême de la revue Nyctalope. Donc c'était une revue étudiante en 9 numéros. À partir du 5e, les éditions sont arrivées. Et dans cette revue, qui était proposée sur un stand étudiant, j'ai découvert mes futurs auteurs, donc Annabelle Buxton, Marion Fayolle. On reconnaît Anouk Ricard ici, qui contribue à la revue, Bénédicte Muller. Voilà, et cette revue leur permettait, avant d'avoir leur première parution dans l'édition, comme toute revue, un petit peu de tester leurs travaux, de commencer à les diffuser avec la force du collectif. Et moi, quand je suis rentré à Paris, j'ai démissionné des éditions Cornelius où je travaillais à ce moment-là, et j'ai fondé mes éditions pour accueillir leur premier livre. Alors, un auteur qui est très important dans le catalogue, très important, on va dire, dans les livres qui sont les plus adaptés aux enfants. Moi, j'aime beaucoup le terme de littérature jeunesse, mais c'est vrai que j'ai du mal avec le terme album jeunesse ou livre jeunesse, parce que même si du côté de la prescription, du côté de l'enseignement et de l'éducation, c'est important de travailler, de réfléchir à des contenus qui sont à destination des plus jeunes en fonction des différentes tranches d'âge. Moi, du côté des auteurs, on aurait du mal à qualifier les films Ghibli, où je pense que Miyazaki ne se désignerait pas comme un réalisateur jeunesse ou de films d'animation jeunesse. Donc pour moi, c'est le livre. En fait, pour moi, le livre illustré, ou ce qu'on peut désigner comme l'album jeunesse, c'est à la bande dessinée ce que la poésie est à la prose. Ce sont des formes brèves, pas toujours brèves. Il y a des livres illustrés très longs, mais comme les Contes de Petit Duc de Jérémy Fischer et Jean-Baptiste Labrune. Mais généralement, ce sont des formes brèves qui sont sur l'image pleine par rapport à des séquences plus complexes. C'est pour ça que c'est parfait pour des gens qui sont dans l'initiation au livre, l'initiation à la lecture. Et donc ça, c'est le premier livre illustré qu'on a publié avec Jérémy Fischer et Jean-Baptiste Labrune. Et c'était en 2012. Je vous présente rapidement comment on a commencé, parce qu'on a commencé par des livres illustrés. Moi, à ce moment-là, je venais d'être publié aux éditions Mémo avec un livre qui s'appelle Le Jouet. Et j'avais été frappé quand j'étais à Estienne, je venais une fois par an au Salon du Livre de Montreuil. Et ce qui me frappait par rapport à Angoulême et à la bande dessinée, c'était à quel point le livre illustré, ou en tout cas le domaine de l'édition jeunesse, était très versé dans la recherche graphique, dans la liberté, c'est-à-dire des techniques. Moi, quand j'ai commencé à la fin des années 2000 en bande dessinée, ce qui prédominait, c'était le dessin au trait. Et voilà, il y avait une façon de faire la bande dessinée, même s'il y a plein de familles de dessinateurs au trait, il y avait quand même une façon de faire de la narration avec du dessin. Alors qu'en littérature jeunesse ou dans le domaine du livre illustré, on avait de la peinture, du dessin, du tampon. Enfin, il y avait énormément de pratiques différentes. Et c'est ce qui m'attirait beaucoup en commençant par des livres illustrés, c'est d'avoir beaucoup de pratiques différentes, mêlant dessin et texte,
pour raconter une histoire sous forme de livre. Parce que aussi, ce qui était très important dans la fondation, dans l'ADN des éditions, ce que j'ai beaucoup martelé quand j'ai commencé, c'est que quand on a commencé dans les années 2010, vous savez, on était à un moment donné où on nous disait que l'imprimé, c'était terminé, que ça ne servait plus à grand-chose de continuer à faire des manifestations sur les livres, de continuer à publier des livres, parce que de toute façon, des technologies arrivaient et que tout allait se faire maintenant sur des tablettes. Et presque 16 ans plus tard, on voit évidemment que le mieux de ce qui peut arriver, c'est une complémentarité. Mais surtout, j'en parlais ce matin avec la DRAC, c'est que la France a quand même, on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui, mais il y a ce mot exception culturelle qui est très important. Le livre, c'est vraiment, on n'a pas besoin de forcément chercher le Google français, le Amazon français, le Apple français. En fait, on a une scène unique au monde d'éditeurs, d'éditrices, d'artistes du livre. On est dans un âge d'or depuis maintenant plus de 10 ans. Moi, j'appelle ça le siècle des lucioles parce que, comment dire, on a l'impression quand on regarde les chiffres de vente pour certains livres, ou on a l'impression quand on regarde certains chiffres que c'est tout petit, que c'est une goutte d'eau par rapport aux crises que la planète et la société rencontrent. Mais en fait, quand on étudie l'histoire, c'est toujours partie des marges. Les changements, en l'occurrence les Lumières, hein, les encyclopédistes, je ne pense pas qu'ils avaient des centaines de milliers de lecteurs à l'époque avec la diffusion et l'imprimerie telle qu'elle était à l'Ancien Régime. Mais par contre, le risque aujourd'hui, sans manifestation, sans politique du livre, sans vision ambitieuse, ça serait de faire régresser une édition qui est une édition d'art et d'essai, une édition de recherche, au stade de l'Ancien Régime, c'est-à-dire lu par une centaine de personnes extrêmement érudites, extrêmement instruites, et de renoncer à cet idéal qui est celui de la diffusion et du partage avec, comment dire, le plus grand nombre. Parce que même si on peut avoir la sensation que le livre et la littérature sont de plus en plus élitistes, ce que j'aime avec la littérature, c'est que c'est une secte dont le secret est ouvert à toutes et à tous. À partir du moment où on fait l'acte d'aller en bibliothèque, d'aller à l'école, d'aller en librairie, un livre, c'est quand même moins cher qu'un jeu sur PlayStation 5, même sur Steam. Même si on pense que c'est cher, ce n'est pas cher au sens où c'est, encore une fois, une œuvre d'art. C'est quelque chose que tout le monde peut avoir, qui ne nécessite pas une technologie pour être lu, pour être utilisé ou réutilisé plus tard. Et en réalité, plus que l'argent, même si l'argent est un facteur important, c'est le désir et c'est certaines inhibitions, certains freins qui peuvent parfois peser en se disant la bibliothèque, c'est pas pour moi, ou le livre, la lecture, c'est pas pour moi. Mais je pense que dans une société qui va être encore plus numérique qu'elle ne l'a jamais été, la France et nous toutes et nous tous, on doit avoir la vision que le livre représente une formidable alternative pour penser, pour partager, pour s'instruire et surtout pour se transformer. Parce que pour moi, la littérature, c'est quelque chose qui nous transforme, c'est quelque chose qui nous relie à des personnes qui ne sont pas nous, qui ne sont pas soi. Et ça muscle tout le temps le muscle de l'altérité, de la curiosité, d'aller vers ce qu'on ne connaît pas encore. C'est pour ça que la lecture et que la diffusion du livre est si difficile et a, je crois, dans toutes les époques, beaucoup parlé à des gens qui sont très militants, parce que c'est vraiment un sacerdoce. Mais la clé de ce sacerdoce, je pense, je suis un peu grandiloquent, mais l'heure est assez grave, c'est le salut de toute une société. Et car on n'a pas toujours besoin d'embarquer tout le monde, mais quand on embarque suffisamment de monde, ça a un pouvoir d'éponge sur tout le reste de la société à tous les niveaux. Et donc là, je vous montre en même temps un peu les premiers livres que j'ai publiés. Donc toujours, le point de départ des éditions, c'était vraiment une revue qui était animée donc par des étudiants des arts décoratifs de Strasbourg. Aujourd'hui, cette école, elle s'appelle la HIR, la Haute École des Arts du Rhin. Ça, c'est la première partie de notre histoire. On a une maison d'édition qui a maintenant 13-14 ans. Les choses ont beaucoup changé en 13-14 ans, mais à mes débuts, ce qui était important pour moi, c'était d'accueillir des auteurs et des autrices, comment dire, qui avaient quelque chose
très nouveau à faire en termes de dessin et de récit, parce qu'on leur disait non à peu près partout. C'est toujours un peu comme ça quand on commence, mais quand j'ai commencé, il y avait quand même moins d'éditeurs. C'était il n'y a pas si longtemps, je ne suis pas si vieux, mais aujourd'hui, la scène jeunesse, notamment sur ce que j'appellerais l'édition indépendante, s'est considérablement développée. Même les grandes enseignes, comment dire, se sont pourvues de personnes qui sont à même de très bien publier ce qu'on appelle la création contemporaine, des talents émergents. Pas toujours pour des bonnes raisons, au sens où parfois, si les grandes structures accueillent des talents émergents, c'est pour ne pas louper un créneau de production. Parce que la plus grande difficulté qu'on rencontre aujourd'hui en tant qu'éditeur, d'ailleurs grand ou petit, c'est évidemment la surproduction. La surproduction, c'est dû à quoi? C'est dû que dans ce métier, pour gagner de l'argent, gagner toujours, et de plus en plus, il faut nourrir ce qu'on appelle les offices, il faut nourrir les grilles de production, avec le système des allers et des retours pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Vous allez être crédité de ce que vous avez pu produire à cet office. Peu importe les retours, si, comme au casino, vous pouvez relancer à la manche suivante et artificiellement faire grossir vos résultats. C'est l'édition, quand on la pratique du point de vue de la finance, c'est comme le volleyball. Il ne faut pas que la balle touche le sol. Moi, je serais tout à fait incapable de faire de plus en plus chaque année, d'avoir une équipe de plus. Enfin, j'y arriverai pas. C'est même pas par choix politique ou militant. J'en aurais pas les moyens humains et logistiques. Donc, j'ai toujours publié entre 3 et 4 livres depuis que j'ai commencé. Et j'essaye de rester le plus attentif possible à mes autrices et à mes auteurs, de les accompagner sur la durée. Un exemple vraiment qui représente beaucoup mon travail en tant qu'éditeur, c'est l'exemple de l'autrice Marion Fayolle, dont j'ai publié un des premiers livres qui est le tableau en 2012. Et après, il y a un livre qui a changé ma vie d'éditeur, qui est paru en 2013, c'est La tendresse des pierres, qui n'est pas un livre illustré à destination de la jeunesse, même si des ados ou des enfants particulièrement précoces peuvent y trouver, comment dire, à boire et à manger. Ça va être une bande dessinée, mais quand elle a été publiée en 2013, c'était une bande dessinée qui rompait avec, comment dire, ce qu'on entendait à ce moment-là par bande dessinée. D'ailleurs, je me souviens même qu'à l'époque, au Festival d'Angoulême, beaucoup de spécialistes et d'auteurs disaient « mais ça, c'est pas de la bande dessinée, c'est de l'illustration ». Mais vous voyez, on en revient à quand comment dire, je suis allé les premières années, pour moi, dans ma vie à Montreuil, c'est que quand on est dans le domaine de l'illustration, de l'illustré, de l'album, il y a une très grande richesse de pratiques et de façons de raconter avec le texte et l'image. Et du coup, à cette époque-là, donc 2012-2013, en bande dessinée, quand on arrivait avec un livre comme ça, on disait c'est pas de la bande dessinée, c'est de l'illustration. Ça a changé, hein. Ça a changé depuis. Les lignes ont changé. Aujourd'hui, on trouve en bande dessinée cette richesse dans les techniques, dans les pratiques, même si sur le domaine du commerce, hein, donc de ce qui est plus facile à diffuser, ce qui est plus facile à vendre que d'autres, voilà, si on s'éloigne quand même des codes de la bande dessinée, tels qu'ils sont pratiqués par les grands succès, on diminue ses chances, comment dire, de toucher un très large public. Et donc ça, c'est un livre de Marion Fayolle sur sa famille. C'est à la fois autobiographique et complètement allégorique, en l'occurrence sur son père, sur la maladie de son père, sur aussi l'agonie de son père. Donc c'est un livre qui est à la fois très beau, parce qu'il est question d'amour, et qui est aussi assez dur, d'où le titre. Mais ça, c'est un livre qui a changé ma vie en tant qu'éditeur. Le Conseil régional d'Île-de-France et le CNL m'avaient aidé, car en 2013, je n'avais pas du tout les moyens de produire un tel livre. Donc voilà, c'est un livre après qui a propulsé ma structure dans la bande dessinée avec le livre illustré. Mais encore une fois, je produis entre 3 et 4 livres par an, donc je dirais que ma spécialité, c'est ni le livre illustré ni la bande dessinée, c'est d'abord des personnalités et
quand même les fictions graphiques, même si depuis 2020, je publie aussi des livres consacrés au cinéma. Ça, c'est le dernier livre de Michel Simon, qui était un très grand critique, même sur le plan international, de cinéma, qui a animé Le Masque et la Plume pendant des décennies, qui est vraiment quelqu'un qui a fait la pluie et le beau temps dans le monde du cinéma. J'ai eu la chance de le rencontrer quelques années avant sa disparition, et on a fait son dernier livre ensemble sur le cinéma américain, Go West. Et j'ai publié également Jean-Baptiste Thoret, qui vient de sortir un film qui est au Méliès à Montreuil, qui s'appelle Neon People, que je vous recommande. Et ça, c'est un livre qui est paru cette année sur le cinéma de John Carpenter. Donc, encore une fois, c'est marginal par rapport à ma production. Mais voilà, le cinéma, le livre illustré et la bande dessinée, c'est un peu les trois grands pôles de ma boussole en ce moment pour publier. Qu'est-ce que je pourrais ajouter, si ce n'est que ce qui est important pour moi, c'est dans mon travail d'éditeur, c'est véritablement la recherche. Quand je dis la recherche, c'est-à-dire d'accompagner des gens qui sont en train d'émerger, comme dans la dernière génération des autrices que j'ai accueillies, Nina Lechartier. Ça, c'est un livre qui est entre le livre jeunesse et la bande dessinée adulte. C'est un conte de fées qui s'appelle Puissance. C'est un conte de fées, on va dire, qui va un petit peu mettre à mal le thème de la famille, en tout cas de la famille très bourgeoise, ici une famille royale. Voilà, c'est l'histoire du chien Poubelle, qui est le chien de cette famille. Et voilà, ça serait vraiment du Disney très en colère, très énervé. Et moi, encore une fois, là-dessus, il y a des conversations et des travaux passionnants à faire également sur ce qui fait violence aux enfants. Car souvent, un frein dans la diffusion de livres émergents auprès de la jeunesse, c'est la crainte qu'un travail un peu alternatif, un petit peu énervé, qui sort de ses gonds, pourrait, à juste titre ou non, faire violence aux enfants. Là encore, ça nécessite, je pense, du dialogue, de la conversation, beaucoup de psychologie, parce que je ne vois pas les enfants comme une population uniforme, homogène, en fonction des familles, des parents, des antécédents familiaux. Voilà, il y a des enfants qui peuvent regarder tel film, qui peuvent lire tel livre, et pas du tout d'autres. Et c'est tout l'intérêt de la prescription et de l'accompagnement au cas par cas. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir peur parfois, je pense, d'accompagner les enfants sur des auteurs et des autrices qui sont parfois qui ont l'air plus radicaux que d'autres, parce qu'on est dans un monde d'une très grande violence, une violence qui filtre auprès des enfants. Et il ne s'agit pas de mettre des livres violents entre les mains des enfants, mais vous le savez, le manga cartonne dans les tranches d'âge les plus jeunes. Je crois qu'un des plus grands succès auprès de la jeunesse, il y a une dizaine d'années, c'était Death Note. L'Attaque des Titans, actuellement, qui sont des livres extrêmement violents, je pense qu'ils n'auraient pas été publiés chez des éditeurs français avant que ça soit des cartons. Donc, voilà, c'est toujours tout ça pour dire qu'on a besoin de se représenter aussi les choses, et l'image, le narratif, les artistes sont là non pas pour rajouter de la violence à la violence, mais au contraire permettre de se la représenter, de se la raconter, et comment dire, de la traiter. Je vais vous montrer un des derniers livres. Je fais les choses un petit peu comme elles me viennent, mais n'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez me poser des questions ou réagir. Ça, c'est le dernier livre qui est paru aux éditions. C'est un livre qui est ni un livre illustré, ni une bande dessinée, c'est une sorte de rêve, ou plutôt d'insomnie. C'est un livre que j'ai proposé à une artiste peintre qui s'appelle Anne Brégeot, quand j'ai découvert son exposition sur ses grandes peintures qui représentent ses insomnies. Et ça pourrait un peu être comme un Alice au Pays des Merveilles. Et ça, vous voyez, c'est un témoin très précis du caractère vraiment art et essai de ma maison. Et c'est-à-dire que c'est des livres qui sont très fragiles sur le plan commercial, sans une prescription qui a le couteau entre les dents. C'est-à-dire que ça, vraiment, ces livres-là, on dit souvent il n'y a pas de talent méconnu. Moi, je ne crois pas du tout à cet adage.
Et je pense que si on étudie l'histoire de la littérature, l'histoire de l'art, l'histoire de la peinture, du cinéma, pour qu'un talent soit connu, pour qu'un talent trouve son public, il y a tout un processus de reconnaissance avec plein d'hommes et de femmes qui vont passer, les passeuses, les passeurs. Et l'histoire de l'art, elle se fait avec les passeuses et les passeurs, elle ne se fait pas sans eux, ou elle ne les charrie pas avec eux. On a parfois des œuvres, effectivement, qui pour des raisons de société, toutes sortes de raisons bonnes et mauvaises, va par elle-même s'imposer à son époque, au public, mais le gros de la littérature, ça ne se fait pas sans une chaîne du livre, sans une chaîne de prescription extrêmement structurée et extrêmement volontariste. Et c'est ce qui rend la France, si vous allez en Allemagne, en Angleterre, à Bologne, à Francfort, aux États-Unis, on se rend tout de suite compte, quand on a fait Francfort ou Bologne une fois dans sa vie, que la production française, elle est vraiment unique au monde sur ce plan de la recherche littéraire et graphique. Entre autres, parce qu'en France, on a une chaîne de prescription unique au monde. Et cette chaîne, non seulement il faut la sauvegarder, mais en plus, il faut, l'alimenter, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle continue. Et il ne faut pas avoir peur qu'elle s'arrête ou qu'elle diminue, parce que je pense encore une fois qu'au niveau politique, la France doit se rendre compte que c'est vraiment ce qui la caractérise vraiment chez elle et dans le monde, et qu'on pourrait un jour, je pense, faire lire beaucoup plus de monde. Moi, je n'ai pas peur des IA, je n'ai pas peur des arts numériques, je pense que tout est complémentaire. Par contre, je pense que c'est très important d'avoir, peut-être sur le plan des médias, de faire en sorte que le livre régresse le moins possible vers une communauté savante, et que ça reste quelque chose de populaire, tout en étant exigeant. Moi, j'ai vraiment grandi j'ai été formé par des éditeurs comme Étienne Robial, qui a, avec Florence Testac, fondé Futuropolis. Et vraiment, l'adage de cette génération, c'était l'élitisme pour tous. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui clive nos métiers. Hein. C'est quand on est du côté de l'élitisme pour tous, ou quand on a renoncé, quand on pense que non, ça ne marche pas. Je sais que c'est difficile, je sais que quand on est sur le terrain, c'est très compliqué, mais néanmoins, il y a des choses comme la bibliothèque de Clamart qui ont été créées à certains moments. Ça a marché. Je ne vois pas pourquoi ce genre de choses aujourd'hui ne pourrait pas marcher. En tout cas, je pense qu'il faut travailler avec les meilleures intentions, et que plus on rêve, c'est pas moi qui ai dit ça et j'ai oublié la citation, mais plus on rêve fort, plus on rêve haut, et je pense encore une fois que c'est une caractéristique de la France en ce moment, même sur le plan international, c'est-à-dire que plus on rêve fort, moins bas on va tomber. Donc je pense que c'est important de se dire ça. Moi, je suis lucide sur le fait que ces livres ne peuvent pas, la plupart du temps, être partagés avec beaucoup de monde. Mais c'est important néanmoins de toujours revenir à la charge et de toujours faire en sorte que ce soit là, disponible pour celles et ceux qui sont prêtes ou désireux de faire le voyage. Et c'est ça la recherche. Et je vais vous montrer le travail de Jérémy Fischer, avec qui on a fait un livre. Il y a vraiment le livre que je vous recommande dans le domaine de ce qui est à recommander aux enfants et aux enseignants, c'est les contes de Petit Duc. Malheureusement, j'ai plus d'exemplaires avec moi à l'atelier, mais vous pouvez trouver des informations facilement dessus sur Internet. Et Jean-Baptiste Labrune et Jérémy Fischer, ils ont vraiment fait, je crois, un livre très important dans l'histoire de la littérature et l'histoire de la littérature graphique jeunesse avec ce livre. C'est un livre de contes étiologiques sur l'origine des choses. Et pour moi, voilà, c'est parmi les... Ça, c'est le dernier... Alors, c'est la première édition, je l'ai réédité en grand format depuis, mais La Danse des étoiles, c'est le premier livre sans Jean-Baptiste qui écrit les histoires et les textes de Jérémy Fischer. C'est aussi un livre, voilà, très poétique sur pourquoi le soleil et la lune se sont séparés. C'est une histoire d'amour qui, comme les Léfouris, les histoires d'amour de Jérémy Fischer se finissent pas toujours bien. Voilà, c'est deux histoires d'amour. Je vous montre un peu pêle-mêle d'autres livres en littérature jeunesse, parce que j'ai peur après d'oublier
et de ne pas en avoir montré suffisamment. Ça, c'est un premier livre, parce que ça a été ma spécialité pendant longtemps, les premiers livres. Le baptême, c'est Bénédicte Muller qui vient de faire sa première bande dessinée aux éditions Atrabile le mois dernier. Je n'ai pas le titre en tête, mais c'est en tout cas disponible en librairie. Et ça, on l'a fait en 2018, c'est La minuscule maman. Et vous voyez, c'est un livre, ça a été très difficile de le diffuser, parce qu'à ce moment-là, beaucoup de spécialistes, enfin en tout cas de professionnels dans la librairie jeunesse, se sont dit c'est déprimant, c'est sur une mère qui élève sa fille seule et qui est en proie, comment dire, c'est pour ça qu'elle est minuscule, qui est en proie à une forme de dépression, mais une dépression qui est traitée sur le terrain de la poésie, sur le terrain de l'image. Donc c'est pas, comment dire, c'est pas du Lars von Trier. Mais c'est un livre qui a été très dur parce qu'encore une fois, il y avait un sujet difficile qui est celui d'un adulte en DZ, d'un parent qui n'est plus là pour son enfant, et les rôles vont donc s'inverser, c'est-à-dire que l'enfant va rester à taille géante et la mère va devenir minuscule. Et là, encore une fois, je pense qu'il y a un malentendu, c'est-à-dire combien d'enfants en France ont des parents idéaux, ont des parents, ne sont pas entourés par des adultes qui sont à la dérive. Et encore une fois, ces livres ne sont pas là pour déprimer les enfants ou les rendre laconiques. Ce sont grâce à la puissance, encore une fois, de la poésie et du travail de Bénédicte Muller, ça permet encore une fois, de ne pas avoir que la littérature jeunesse ne soit pas un miroir sans teint. C'est-à-dire, moi, quand je regarde des fois certains programmes très, très mainstream, je ne dirais pas les plateformes, j'ai l'impression de regarder un miroir sans teint. Je ne vois pas le monde dans lequel je vis. Je ne vois pas de choses qui m'aident à me représenter, à m'expliquer des choses qui sont absurdes et inexplicables. Donc, c'est important parfois d'avoir du divertissement, d'avoir de la confiserie, mais le monde et la littérature, ça ne doit pas être uniquement de la confiserie et du sucre. Même si, encore une fois, je considère que ce livre, ce n'est pas une épreuve, hein, ce n'est pas un chemin de croix à faire, c'est vraiment un très beau cadeau à faire. Ensuite, on a une autre autrice qui est vraiment aujourd'hui assez reconnue dans la littérature enfantine, qui a fait ses derniers livres aux éditions La Partie. Ça, c'est Iris des Abysses, qui est un de nos best-sellers. Un best-seller chez Magnani, ça veut dire quoi? Ça veut dire entre 3000 et 10 000 ventes. Mais la plupart du temps, il faut savoir que mes livres, je les vends à plusieurs centaines d'exemplaires. C'est tout petit. On a quelques autrices et quelques livres qui dépassent le seuil des 1000 exemplaires. Mais encore une fois, voilà, ce sont des petits ruisseaux. Mais comme je le disais ce matin, le tirage des cahiers du cinéma à l'époque de François Truffaut, sans Netflix, sans Internet, c'est 5000 exemplaires. Donc, c'est pas les ventes, c'est important. Tout le monde a envie de bien vendre ses livres. Tout le monde a envie d'être diffusé, d'être le mieux partagé possible. Mais c'est pas à la fin ce qui détermine la place dans l'histoire du livre et dans l'histoire des formes. Et donc, c'est très important quand on est quelqu'un qui aime le livre, qui aime la littérature, de savoir, je pense, donner aux gens ce que tout le monde est en train de lire. Mais c'est important aussi de faire avancer les formes et d'être au service des formes et de se dire, moi, en tant que professionnel du livre, j'ai contribué à la reconnaissance ou en tout cas à l'existence de tels et tels artistes. Souvent, il y a quelque chose qui me frappe, c'est l'amnésie dans laquelle le capitalisme éditorial essaye de nous faire succomber, c'est-à-dire que les livres ont très peu de temps pour rester en librairie, les contenus ont très peu de temps pour faire une place dans le fond ou tout simplement sur les étals d'un libraire ou je sais qu'en bibliothèque, on appelle ça le désherbage. Et c'est très important de se dire qu'il y a des choses qui ne doivent pas être désherbées, il y a des choses qui ne doivent pas être retournées. En tout cas, il faut que chacune et chacun ait un programme, ait un plan littéraire et se dise, moi, cette année, moi, ces 10 dernières années, il y a ces 30 livres, il y a ces 40 livres, ces 50 livres, je ne sais pas, en tout cas, qui sont très importants et qui, pour moi, sont dans mon histoire du livre, sont dans mes totems et sont dans l'histoire du livre, parce qu'il va bien falloir l'écrire, cette histoire, les historiens ne vont pas le faire à notre place.
C'est nous, praticiennes et praticiens, qui l'écrivons ensemble. Et il faut vraiment faire attention à ce capitalisme éditorial qui nous fait retenir les livres la plupart du temps, qui font le plus de buzz dans les médias, qui, se vendent le plus. Mais on verra ce qu'il en restera dans 25 ans, dans 35 ans, dans 40 ans. Et cette histoire, elle ne se fait pas sans vous, elle ne se fait pas sans nous. Et il faut en avoir conscience, car aussi petit qu'on peut être, chacune, chacun, c'est cette espèce de prise de conscience collective qui donne à la littérature en fait, son importance et sa pérennité. Et... Julien, je me permets, excusez-moi, hein, je fais le maître du temps. Je me permets de vous interrompre car le temps passe très vite avec vous pour vous dire qu'il nous reste à peu près 6 minutes. Et voilà qu'il faudrait aussi prévoir un petit temps d'échange. On a une question. On peut arrêter là si vous voulez. Ça, non, mais allez-y, présentez ce titre et puis ensuite on ouvrira le temps aux échanges si ça vous convient. Oui, bien sûr. Alors, ça, c'est pour dire qu'à partir je me suis mis à créer des livres par moi-même, pas uniquement par l'intermédiaire des artistes que j'accompagne. Et le Salon du Livre de Montreuil m'a beaucoup aidé en sélectionnant ce livre l'année dernière dans la sélection Pépites. Ça a été un grand honneur et ça a permis à ce livre d'être sauvé de l'invisibilité au moment de ce qu'on appelle la mise en place. Donc, pour vous dire à quel point c'est important, les prix, les salons, les festivals, la librairie, les bibliothèques. Donc ça, c'est un livre illustré à la peinture dans la tradition, moi, d'une autrice que j'admire beaucoup, c'est Nadja. Moi, j'ai grandi avec les livres de l'école des loisirs, donc avec des gens comme Tom Ungerer, Alain Lesault, c'est des choses qui sont très importantes pour moi, ou Philippe Corentin, Claude Ponty, qui faisait partie d'une mouvance pour certains assez punk, c'était la revue Actuelle. C'était, je crois, et ça a toujours été des chercheurs et des chercheuses. Et à un moment donné, il y a une société de professionnels, éditeurs, libraires, bibliothécaires, qui ont fait de ces artistes quelque chose d'extrêmement mainstream. Il n'y a rien de plus mainstream que Les Trois Brigands, et pourtant Les Trois Brigands, c'est aussi une œuvre d'art. Voilà, donc je vous montre, j'en parlerai pas plus parce que vous pouvez m'écrire ou trouver des renseignements dessus sur Internet, mais voilà, ça c'est un livre à la peinture qu'on pourrait qualifier d'album jeunesse ou de livre illustré, ce que vous voulez. Mais je voulais vous montrer ce livre pour terminer. Et pour terminer, moi, en tant qu'auteur, je publierai aux éditions Manhattan Driver. Donc ça, c'est le programme des belles lettres. C'est ma prochaine bande dessinée qui paraîtra le 16 janvier prochain en librairie. Voilà. Je vous laisse la parole. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup à vous pour cette immersion dans votre univers et celui de votre maison d'édition en particulier. On a Mélanie qui lui a posé une question. Puissance est indiquée pour adultes sur ORB. Est-ce que vous confirmez, ça pose de manière plus générale, la question de la frontière entre édition jeunesse et édition adulte? Vous nous en avez touché quelques mots. Mais est-ce que vous pouvez approfondir? Eh bien, je pense que là, ça dépend vraiment de la prescriptrice et du prescripteur. C'est-à-dire que je pense que c'est un livre qui a... Le travail de Nina Lechartier, de façon générale, je le recommande vraiment aux adolescents à partir de 13-14 ans. Encore une fois, on a affaire à un public qui, à partir de 11-12 ans, a pu lire en intégralité L'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans, je pense qu'on ne fait pas plus violent. Enfin, moi, en tout cas, je ne connais pas en littérature mainstream plus violent que Attack on Titan. À partir du moment où on a des lectrices et des lecteurs qui peuvent aborder ce type de violence, ça, c'est vraiment, ça passe sans problème. Et ce qui est important dans le travail de Nina Lechartier, c'est vraiment l'humour, le caractère irrévérencieux et la beauté des peintures. Moi, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, mais moi, ça me fait penser parfois au Prince de mots tordus. C'est Pef, c'est ça l'auteur?
Voilà, donc moi c'est un livre, c'est un auteur et des livres que j'adorais quand j'étais enfant, et de façon très capillotractée, je vois un lien entre le travail de Nadja et le travail de Pef ou parfois de Ponty, car le travail de Ponty peut être extrêmement sombre, extrêmement rauque enfin voilà, mais encore une fois, ça dépend des enfants. Il n'y a que les prescripteurs et les prescriptrices connaissant comment dire, les personnes qui savent si c'est bon, si c'est pas bon. Voilà. Mais en tout cas, Nina Le Chartier, c'est pas parce que c'est de la BD alternative, effectivement plutôt à destination des adultes, qu'on peut pas, en l'occurrence ce livre, le conseiller à certains enfants ou à certains jeunes parce que, encore une fois, on va les éduquer à l'absurde, à l'humour, à la culture alternative tout court, c'est-à-dire à cette possibilité-là d'aller vers des images, vers une forme de récit qui est, on va dire, marginalisée dans la littérature aujourd'hui. Voilà. Je ne suis pas en train de faire des rapports, vous savez, je ne suis pas en train de dire que c'est mieux que ça, c'est mieux que ça. C'est juste que c'est important dans une littérature en bonne santé, dans une chaîne du livre en bonne santé. Je parlais de l'école des loisirs tout à l'heure, que la culture populaire, on ne disait pas mainstream dans les années 80, 90 ou 2000. C'est vraiment un terme qui est inhérent à notre époque et on le sait, clairement condescendant, hein, clairement ça valorise pas. Moi, j'aimerais pas qu'on me dise t'es mainstream, même si j'ai envie comme tout le monde. Je préfère voilà le mot culture populaire. Donc, je trouve que c'est important de jamais voilà se dire c'est alternatif, donc on va le laisser dans une armoire en bas au fond de la librairie pour vraiment les gens un petit peu farfelus. Non, non, une littérature en bonne santé, c'est pouvoir passer de Boris Vian, comment dire, à quelque chose de beaucoup plus facile, mais pas forcément pas mauvais. Hein. On enchaîne avec Bruno Doucet, mais je ne voudrais pas frustrer quiconque aurait le souhait de poser une dernière courte question ou d'intervenir. Vous pouvez lever la main ou utiliser le chat. S'il n'y a pas d'expression en ce sens. Peut-être rappeler donc que Julien, le stand de Julien sera au premier étage du salon et qu'on invite tout le monde à venir découvrir les livres et à les manipuler parce que le travail de façonnage est magnifique et donc il faut les feuilleter. Merci beaucoup à tout le monde pour votre soutien et voilà, ça me touche beaucoup en tout cas d'être là. Merci. Merci à vous de vous être prêté à cet exercice. Merci beaucoup Julien, Passez à bientôt. une bonne fin de journée et à bientôt au Salon de Montreuil. À bientôt, merci. À bientôt à Montreuil. Et pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre pour le second webinaire, le lien est dans le chat, donc il faut vous connecter sur le deuxième lien qui a été envoyé. À tout de suite. À tout de suite pour le deuxième webinaire.